Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Julie Assouli. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, vous êtes maître de conférences en cinéma et civilisation des États-Unis au département d'anglais de l'université d'Artois à Arras. Vous enseignez l'histoire des États-Unis en anglais à des étudiants de licence, master, CAPES et agrégation, ainsi que l'histoire du cinéma et de l'adaptation filmique. Votre thèse, qui a été publiée sous le titre L'Amérique des frères Cohen en 2000, donc paru 2012 et 2015 au CNRS, portait sur la représentation de la déconstruction des mythes américains dans les films des frères Cohen, l'intertextualité et l'hybridité générique. Vous travaillez en ce moment sur l'adaptation de No Country for Old Men de Cormac McCarthy dans le cadre de la régulation d'anglais. Il y a une publication prévue d'ailleurs dans les semaines qui viennent chez Ellipse en août. Vous travaillez aussi sur le caractère transatlantique du cinéma de Wes Anderson, donc avec comme titre Wes Anderson, cinéaste transatlantique, qui apparaît au CNRS édition à l'automne 2021. Et puis vous avez écrit des articles sur Spielberg, notamment Spielberg meets Rockwell, Nostalgia and the Celebration of the American Heroic Past aux presses universitaires de la Méditerranée, Jeux d'argent dans Gambling and Women dans Mix, Female Gamblers at the American Dreams in Film dans la revue Angle en ligne, ou La destinée manifeste au cinéma. La destinée manifeste transcende les frontières de l'Amérique et des genres du western au film de guerre dans la revue Mélange des sciences religieuses. Vous vous intéressez particulièrement à l'histoire des représentations et dans la société américaine au cinéma et dans les séries, avec une attention particulière au contexte de sortie des œuvres suivant la méthodologie de Richard Slocking, entre autres, et votre approche est trans et pluridisciplinaire, comparatiste et intertextuelle. Et justement, aujourd'hui, dans cette idée-là d'approche intertextuelle et comparatiste, on va revenir sur une série qui est de 2020, qui est parue sur Showtime, qui s'appelle The Good Lord Bird. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez, vous, Julie, faire la présentation de la série ? Oui, tout à fait. Alors, The Good Lord Bird, c'est une série qui est adaptée d'un roman paru en 2013, donc un roman écrit par un écrivain afro-américain, James McBride, et qui a la particularité de montrer les pérégrinations d'un jeune afro-américain à travers les États du Kansas, du Missouri et de la Virginie à l'époque de l'esclavagisme. Donc, ce regard particulier, en fait, montre le black gaze, chose qui n'est pas souvent montrée dans les séries, et donc va vraiment recentrer cette question de l'esclavagisme, et en particulier de l'abolitionnisme de John Brown, à travers les yeux d'un jeune afro-américain. Donc, ce roman a eu un grand succès. Il a remporté le National Book Award en 2013. C'est un roman qui va être centré donc sur le personnage de l'abolitionniste blanc John Brown, qui était un prédicateur assez excentrique, très violent, qui était déterminé à utiliser la force pour mettre un terme à l'esclavage. Donc pour lui, il n'y avait pas de solution pacifique à l'esclavage, mais uniquement la possibilité, combattre l'esclavagisme revenait à un combat comparable à une guerre, en fait, à une guérilla, à une révolution. Donc, son objectif était d'inciter les Afro-Américains à se soulever, les anciens esclaves et les esclaves américains, à se soulever contre l'institution qu'était l'esclavagisme. Dans le roman, donc le roman est divisé en 3 parties qui sont elles-mêmes subdivisées en 32 chapitres, donc c'est quand même un roman assez conséquent. Et la série a dû le réduire en 7 épisodes, donc 7 épisodes qui reprennent le parcours de John Brown et de son groupe de rebelles. Donc, ça commence dans le Kansas. C'est une mini-série qui a été créée par Ethan Hawke, un acteur très connu américain, qui interprète lui-même John Brown, et qui a été diffusée donc sur Showtime en 2020. Les 7 épisodes de 45 minutes donc, reprennent la trame du roman, mais vont sensiblement la raccourcir également.
Donc, il y a des choix d'adaptation qui ont été faits. La particularité de cette mini-série, c'est que c'est une mini-série historique, donc c'est basé sur des faits historiques, mais que c'est également une adaptation littéraire d'un roman. Donc, le roman a déjà procédé à à fictionnaliser l'histoire, et la série va à nouveau transformer cette fictionnalisation de l'histoire en un support audiovisuel. Donc il y a deux couches en fait de réinterprétation de l'histoire, une qui est par le biais du roman et l'autre par le biais de la série. Qui va elle-même opérer des choix, qui va aussi ajouter de la musique, des images et des accents, par exemple, et donc va encore un petit peu plus donner une interprétation de cette période historique. Donc la réécriture scénaristique à partir du roman est assez délicate parce qu'elle va devoir opérer des choix, et donc sans pour autant, en essayant de ne pas trahir l'auteur qui est James McBride. Donc s'ajoute à la difficulté donc de condenser ce roman et d'adapter ce roman et de condenser cette période historique, le traitement d'une période historique très tendue et très violente dans l'histoire américaine, et qui a souvent été transformée, qui a souvent été mal enseignée, par exemple dans l'histoire américaine, c'est-à-dire que le personnage de John Brown a une réputation d'être quelqu'un de violent et un peu un illuminé de Dieu, et c'est ce sur quoi la série va jouer. D'un autre côté, il est aussi, on se souvient aussi de lui comme étant une figure majeure de l'abolitionnisme, et donc comme ayant eu un rôle majeur dans justement le début de la guerre civile aux États-Unis. Donc ça, on reviendra sur ça dans les détails. Donc pour revenir à la série elle-même, donc les 7 épisodes vont traverser certains États des États-Unis. Donc ça débute dans le Kansas. Et puis après, le personnage de Onion, qui est en fait le vrai nom de Onion, c'est Henry Shackelford. Donc Henry Shackelford, c'est ce jeune noir du Kansas, dont le père est tué au début de la série par la faute de John Brown, et que John Brown va prendre sous son aile pour un peu se faire pardonner la fusillade qu'il a déclenchée et qui a tué le père de Onion. Donc, le problème dès le début de la série, c'est que John Brown prend Onion pour une fille. Donc, il va y avoir ce travestissement de Onion en fille qui va durer jusqu'au dernier épisode de la série. Donc, en plus d'être menacé par les pro-esclavagistes du Kansas, Onion devient un petit peu plus... On pourrait croire que Onion va devenir un peu plus vulnérable parce qu'il est transformé en fille, mais on va se rendre compte que finalement, cette transformation de ce garçon en fille va peut-être l'aider à accéder à à différents degrés, à des protections ou à des personnages protecteurs auxquels il n'aurait peut-être pas eu accès en tant qu'homme. Donc c'est ce qui complexifie aussi un peu l'histoire. L'autre chose que je voulais spécifier avant de passer à des questions un petit peu plus pointues, c'est le contexte historique. Donc évidemment, ça se passe au milieu du 19e siècle, donc juste avant la guerre civile. Et donc la série va reprendre des épisodes très connus de l'histoire sont liés au Bleeding Kansas, donc on en reparlera plus tard. Et donc la série entre de plein pied dans The Bleeding Kansas, dans le premier épisode, avec donc une fusillade très connue qui a eu lieu en 1856 et qui oppose John Brown et les Free Staters. Donc les Free Staters, c'est ceux qui voulaient un État libre, un État, une abolition de l'esclavage au Texas, contre les Red Shirts, qui, eux, sont des pro-esclavagistes. Donc, toute la série va être régie par ces tensions entre pro-esclavagistes et abolitionnistes.
Donc, comme je le disais, le premier épisode démarre dans le Kansas, et puis ensuite, John Brown et son équipe, accompagnés de Onion, vont sillonner certains États des États-Unis et vont même faire un crochet par New York, l'État de New York, pour aller y rencontrer Frederick Douglass, le fameux abolitionniste noir américain. Ils vont également faire un crochet par l'Ontario, le Canada étant décrit comme une terre civilisée, puisque ayant aboli l'esclavage. Ensuite, dans l'épisode 5, ils passeront par le Maryland, où ils vont établir un camp de base avant la fameuse attaque de Harper's Ferry en Virginie. Donc, l'épisode 6 se déroule en Virginie, à Harper's Ferry, au moment où l'équipe de John Brown attaque ce excusez-moi, c'est un endroit où l'armée américaine stocke des armes, et donc John Brown et son équipe veulent attaquer pour se saisir des armes et armer les Afro-Américains pour une révolution anti-esclavagiste. Et finalement, dans l'épisode 7, John Brown est arrêté et on sait qu'il sera exécuté pour sédition. Voilà, j'ai été un petit peu longue pour présenter la série, mais elle est effectivement très riche et c'est ce qu'on verra par la suite. Alors, vous avez commencé à présenter ce personnage qui est quasi inconnu aujourd'hui en France, en tout cas, mais qui est très célèbre aux États-Unis et qui ici revit très très bien à travers cette série-là, c'est John Brown. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui et surtout comment est-ce que la série le présente et peut-être comment est-ce que la série le présente? Est-ce qu'il y a une évolution dans la façon de le présenter aujourd'hui par rapport à l'historiographie notamment? Oui, alors John Brown est un personnage très connu de l'histoire américaine parce que son action se situe juste avant le début de la guerre civile, juste avant la guerre de sécession. Donc, il sera exécuté en 1859 et toute son activité principale d'abolitionniste à travers ce groupe de rebelles dont ses fils faisaient partie et qu'il a mis sur pied, va mettre le Kansas à feu et à sang entre 1856 et 1859. Donc, John Brown, c'est un personnage hors norme, très controversé, parce que, en dépit de son action, enfin des motivations de ses actions qui étaient très louables, puisque c'est quelqu'un qui a été élevé dans une famille chrétienne, qui était lui-même très chrétien, qui était un peu un prédicateur, un prédicateur et à la fois un gourou quelque part, puisque il avait aussi cette dimension ésotérique, on le voit bien dans la série d'ailleurs, que ce personnage est à la fois sincère, guidé par une haine sincère pour ce qu'était l'institution de l'esclavage, mais aussi un peu... Ouais, très excentrique. Il s'adresse à un lapin dans la série, il s'adresse à Dieu lui-même, il est guidé par la parole de Dieu. Donc, dans l'histoire américaine, on se souvient de John Brown comme d'un homme violent, déterminé, qui a fomenté une révolution, une rébellion au sein de la communauté afro-américaine. Mais dans la réalité, la plupart des personnages qui composaient son équipe étaient blancs. On voit bien d'ailleurs dans la série qu'il essaye désespérément de motiver les Afro-Américains, de les faire adhérer à son mouvement, mais on voit bien la méfiance qu'il suscite. Donc, au final, dans la série, on voit bien que son équipe est principalement blanche et que les Afro-Américains se méfient de lui. Et la raison pour laquelle ils se méfient de lui, c'est justement ces envolées chrétiennes, de prédicateurs chrétiens un petit peu habités, qui inquiétaient beaucoup. Et c'est ce sur quoi insiste la série, de façon assez humoristique d'ailleurs. Et dans l'historiographie, Brown était respecté des autres, des grands abolitionnistes, qui étaient Frederick Douglass ou Harriet Tubman, mais sa méthode en fait était contestée parce que il prêchait l'abolition par la violence.
contrairement à Douglas, qui lui essayait plutôt d'obtenir l'abolition par le discours, par la communication, par la politique, en fait. Par la suite, il a été encensé par Ralph Waldo Emerson, hein, l'auteur et philosophe, qui respectait beaucoup sa connexion à la nature et sa volonté, les motivations de son combat. Il était aussi respecté de W.E.B. Du Bois, hein, le célèbre activiste, hein, pour la cause afro-américaine, qui a écrit sa biographie. Donc, c'est un personnage qui était très clivant, en fait, hein, qui était à la fois respecté pour les motivations de ses actions et craint et critiqué pour justement sa violence et cet aspect un petit peu ésotérique de ses discours qui était assez inquiétant. Par ailleurs, John Brown a très rapidement vécu une vie un peu en dehors de la société. Donc, il était itinérant, il a changé maintes fois d'État. Il a eu 20 enfants avec 2 femmes différentes. Il en a perdu 10 en bas âge, 3 sont morts dans sa bataille contre l'esclavage. Donc, il a ce côté aussi excentrique, hein, qui faisait un peu peur et qu'on connaît très peu au final. Parce que quand on entend parler de John Brown dans les livres d'histoire américains, sa biographie se résume à un abolitionniste blanc qui a essayé de fomenter une révolution aidée par des Afro-Américains pour les libérer de l'esclavage. Et ça se résume à peu près à ça. Mais le personnage était quand même beaucoup plus complexe que ça, et je pense que la série revient sur la complexité de ce personnage. C'est quelqu'un qui aussi peut-être nous est inconnu en Europe, en France en tout cas, parce qu'il est dans la période avant la guerre de sécession, événement qui est relativement connu, peut-être pas dans tous les détails, mais voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il passe pour nous dans une postérité plutôt secondaire. Alors justement, vous avez évoqué certains événements qui vont conduire petit à petit à cette guerre de sécession, et notamment vous avez évoqué avec nous tout à l'heure en introduction le Bleeding Kansas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et sur le resituer peut-être dans la chronologie et voir comment petit à petit on va aller vers justement cette guerre civile qui va toucher les États-Unis au milieu du 19e siècle. Oui, alors l'histoire du Bleeding Kansas, en fait, elle démarre parce que au Kansas, au milieu du 19e siècle, beaucoup d'États sont préoccupés par la construction d'une ligne de chemin de fer transcontinentale qui passerait justement par le Kansas. Et cette ligne de chemin de fer continental ne peut être construite que dans des conditions politiques favorables. À l'époque, en fait, où la série se déroule, où le roman aussi se déroule, la question de l'esclavage est de plus en plus prégnante parce que, au fur et à mesure que de nouveaux États veulent se joindre à l'Union, hein, se joindre aux États-Unis, ces États doivent devenir soit pro, soit contre l'esclavage. À cette époque-là, depuis 1820, c'est le Missouri Compromise qui est la règle, enfin qui établit la règle d'entrée de ces nouveaux États dans l'Union. Donc le Missouri Compromise, il a été voté en 1820 et il établit que le Missouri sera la ligne qui sépare au nord les États qui vont rentrer dans l'Union comme free states, hein, des États libres, non esclavagistes, et au sud du Missouri, les États entrent dans l'Union comme des slave states, hein, pro-esclavagistes. À ce moment-là, quand on veut construire cette ligne de chemin de fer, le Kansas, le gouverneur du Kansas, va décider de demander un référendum pour laisser le choix aux habitants du Kansas d'être pro ou contre l'esclavage. Donc, c'est en fait la création du Kansas-Nebraska Act, hein, ça s'appelle le Kansas-Nebraska Act en 1854, qui revient sur le Missouri Compromise de 1820 en établissant un référendum au Kansas et au Nebraska concernant la question de l'esclavage. Et ce référendum, évidemment, va conduire à un vote et va attirer des supporters de l'esclavagisme et
des abolitionnistes au Kansas pour essayer de grossir les rangs de chaque camp et pour essayer en fait de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. C'est à cause de ces événements que le Kansas va être mis à feu et à sang, donc on appelle ça le Bleeding Kansas, le Kansas qui saigne, parce que de nombreuses escarmouches, et même plus que des escarmouches, c'est carrément des batailles entre des factions opposées, qu'est-ce que sont les Free Staters et les Red Shirts, donc les Red Shirts pro-esclavagistes et les Free Staters abolitionnistes vont s'opposer dans plusieurs batailles sanglante pour essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et la série débute justement avec le massacre de Potawatomi, qui est le nom d'une ville, d'une ville du Kansas. Donc la bataille se déroule le 24 mai 1856 et ça marque le début de la série justement. Donc la série est ancrée dans cette problématique du Bleeding Kansas. Évidemment, les dates sont très importantes parce que 1856, c'est 4 ans tout juste avant le début de la guerre. Bon, 4 ans, pour être plus précise, 4 ans avant l'élection d'Abraham Lincoln et 4 ans et des poussières avant le début de la guerre, puisque la guerre commence en 61. Voilà, donc dans la série, on pose cet arrière-plan historique, mais on va aussi le transformer en une fiction. Chaque épisode de la série commence par un disclaimer, ce qu'on appelle un disclaimer, qui dit que la plupart des événements relatés dans la série sont vrais, mais certains ont été un peu changés. Donc en gros, la série se veut ancrée dans l'histoire, mais admet sa propre fictionnalisation de l'histoire également. Et donc, pour le massacre de Potawatomi, dans les faits réels, dans l'histoire américaine, c'est un moment où John Brown exécute 5 membres des Red Shirts, esclavagistes, sommairement, sans hésiter. Donc, c'est un assassinat de 5 personnes par John Brown, de sang-froid, et qui va donner en fait à John Brown sa réputation d'esclavagiste extrémiste, d'anti-esclavagiste extrémiste, prêt à utiliser la force pour obtenir ce qu'il veut. Et donc, c'est à partir de ce massacre de Potawatomi que les sudistes vont commencer à avoir peur des mouvements abolitionnistes du Nord. Et donc, à cause de ce massacre, les abolitionnistes vont avoir cette aura de violence qui va effrayer les sudistes et qui va un petit peu plus attiser la flamme, attiser les tensions entre le Nord et le Sud. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence dans la série d'un personnage fictif, Onion, qui est l'un des compagnons de John Brown. Alors, comment est-ce qu'on peut le resituer à la fois dans la narration sérielle et puis aussi dans ce qui se passe dans cette histoire que vous êtes en train de nous présenter, cette histoire, j'allais dire, avec un grand H, celle qui s'est réellement déroulée? Alors oui, Onion, qui est le personnage principal, va permettre d'avoir une perspective différente sur cette période et va permettre aussi de justement voir John Brown à travers les yeux d'un Afro-Américain. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans les fictions historiques hollywoodienne, qui donne systématiquement la vision du blanc sur ces événements-là. Donc, Onion a un regard critique sur les actions de Brown et il a un regard aussi dubitatif sur les actions de Brown. Il ne sait pas trop quoi en faire et on voit bien que lui subit complètement l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que Onion, il va permettre de comprendre à quel point les Afro-Américains étaient parfois spectateurs des tensions entre le Nord et le Sud, étaient finalement des spectateurs silencieux qui subissaient les conflits et à qui on ne demandait pas leur avis. Et Onion, justement, quand il va être un petit peu contraint et forcé de suivre John Brown, et il va représenter
cet Afro-Américain silencieux qui n'a pas vraiment le choix, qui va être sauvé, entre guillemets. Hein, c'est à nouveau le personnage du White Savior hein, qui est réhabilité dans la série, et pour mieux être déconstruit. Hein. Et donc, on voit bien en fait que Onion n'a pas son mot à dire et qu'au final, il doit accepter d'être sauvé par John Brown parce que John Brown a décidé qu'il devait l'être. Et dans l'épisode 4 est très intéressant à ce sujet, puisque Onion finit par dire à Brown qu'il ne veut pas qu'il le sauve et qu'au final, il n'a pas choisi, il était au final plus protégé dans son ancienne condition d'esclave qu'en suivant John Brown, qui l'expose à de nombreux dangers et qui au final le met dans des situations extrêmement périlleuses. Donc ce discours, le personnage d'Onion hein, permet de relativiser en fait le discours manichéen sur l'esclavagisme. Donc, dans la série, au final, c'est l'histoire qui devient fiction et pas la fiction qui devient histoire. Et c'est ce qui est aussi intéressant, en particulier à travers le roman de McBride. Il crée une fiction qui reprend des aspects de l'histoire, mais ne prétend pas remplacer l'histoire, ne prétend pas réécrire l'histoire. Donc le personnage d'Onion représente ce regard noir, on appelle ça en anglais the black gaze, hein, et qui va exposer la fragilité du héros blanc, hein, du white savior, hein, du sauveur blanc, et qui va justement révéler les failles de ce sauveur blanc qui, dans l'histoire d'Hollywood, je parle de l'histoire d'Hollywood jusqu'à la chute des studios, hein, avant les années 60, va systématiquement, dans les représentations de la guerre de sécession ou de la question de l'esclavage, présenter le personnage blanc comme la norme, comme le modèle à suivre, comme la seule personne douée de raison capable en fait de sauver les Afro-Américains opprimés. Et donc la série revient sur cette figure du white savior pour en montrer les failles à travers ce regard du personnage noir. Donc l'histoire est traitée comme une fiction et non l'inverse. Et on voit donc dans cette prérogative un lien avec, par exemple, ce qui a été fait dernièrement par Quentin Tarantino avec Django Unchained, qui va inverser les clichés de l'histoire. Hein. Bon, sauf que la série va moins donner dans l'outrance et on en reparlera un petit peu plus tard. On est dans l'histoire en série, on essaie de justement de comprendre comment les séries sont produites et quels sont le reflet d'une époque, de l'époque où elles sont filmées, de l'époque où elles sont showrunnées. Et donc là, ici, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est sur une série qui parle du 19e siècle, mais tournée à l'heure actuelle, donc à l'heure de MeToo, à l'heure de Black Lives Matter. Qu'est-ce que tous ces débats sur l'ethnicité notamment, comment est-ce que c'est porté à l'écran tout ça, Julie ? Alors, le grand intérêt de cette série, hein, c'est justement, oui, de faire écho à une période troublée, contemporaine, hein, de l'histoire américaine contemporaine. Bon, la question de rétablir l'importance et la place des Afro-Américains au sein de l'histoire américaine est débattue constamment aujourd'hui. Donc, évidemment, avec le mouvement Black Lives Matter, on voit de plus en plus des fictions, que ce soit des séries ou des films, qui traitent ce sujet de façon très progressiste et de façon à remettre l'afro-américain au centre, notamment en choisissant d'adapter un roman écrit par un afro-américain et non pas par un blanc. Donc, moi, il me semble en fait qu'il y a vraiment une réévaluation de ce personnage de White Savior, d'une part, qui, au final,
est plus utile mort que vivant, puisque, comme le dira Frederick Douglass à la fin du dernier épisode, au début du dernier épisode, au début de l'épisode 7, finalement, John Brown est plus utile mort que vivant, c'est-à-dire que son action n'a peut-être pas permis à libérer les esclaves, mais sa mort a permis de susciter un débat qui va provoquer la guerre de sécession. Donc finalement, la mort de John Brown va provoquer la guerre de sécession. Et donc, en se focalisant sur cette question-là, la série va avoir un discours sur la nécessité de combattre les injustices et la nécessité de revenir sur une vérité historique et de rétablir la vérité sur l'histoire, et même, grâce à la fiction, d'aller plus loin. Et ça, bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il me semble que la série va encore plus loin que ce désir de rétablir la vérité, puisqu'elle va écrire sa propre vérité sur l'histoire. Et ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, dans cette perspective post-Black Lives Matter, on la voit très bien dans l'importance qui est donnée donc, au personnage central qui est ce jeune afro-américain Onion. Ce qui est également intéressant, c'est la notion de passing, donc se faire passer pour, qui est également très débattue aujourd'hui. Dans la société américaine actuelle, on est moins... on est plus sensibilisé à montrer qui on est vraiment que se faire passer pour. Et je pense que la série, en explorant cette notion de passing, se faire passer pour, elle va amorcer une réflexion sur la nécessité de justement arrêter d'essayer de se faire passer pour. Et c'est là que je pense qu'elle a aussi une dimension post-MeToo, étant donné que le personnage principal se fait passer pour une femme. Donc, la série va attirer l'attention sur le fait que se faire passer pour une femme pourrait, à cette époque-là, au moment du Bleeding Kansas, protéger le personnage principal, ce qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est en ça en fait que la série va plus loin que la réécriture de l'histoire et va opérer à une évolution du statut, du traitement de la femme dans ce genre de série. Donc se faire passer pour une femme, pour Onion, va lui permettre de survivre. Dans les fictions qui se déroulent au XIXe siècle, ce serait plutôt l'inverse. Les femmes sont plus exposées que les hommes, notamment au viol à cette époque-là. Et donc, il y a cette inversion du traitement du personnage féminin qui est très intéressant. La place des femmes est importante dans la série en règle générale. On voit que, par exemple, il y a une opposition entre les deux grandes figures de l'abolitionnisme noir, incarnées par Harriet Tubman et Frederick Douglass, pardon. Harriet Tubman étant beaucoup plus encline à suivre le mouvement de John Brown et à motiver les Afro-Américains pour se rebeller, tandis que Douglass va, lui, être beaucoup plus dubitatif sur les actions de John Brown. Donc on voit que les femmes ont un rôle important et sont moteurs. Pourtant, c'est une série qui est majoritairement masculine. Il y a beaucoup plus de personnages masculins que de personnages féminins, mais les personnages féminins ont un rôle important. La fille de Brown, Annie Brown, est aussi très engagée dans la lutte de son père, et on voit que, il y a peu de personnages féminins, mais les personnages féminins ont un rôle assez important. La dernière chose sur laquelle je voulais revenir dans cette partie-là, sur les questions ethniques et genrées, c'est la possibilité de dépasser l'intersectionnalité, de dépasser
la question de l'intersectionnalité, hein, qui est la discrimination des femmes et de couleur, donc la discrimination basée sur le genre et sur la race ou sur l'ethnie. Le fait que Onion soit déguisée en femme lui ouvre les portes et le protège de certains dangers. Et donc, à mon sens, cette série va au-delà de la question de l'intersectionnalité. Elle est, entre guillemets, post-intersectionnelle. C'est-à-dire que, au final, Onion ne va pas être impactée par son statut de femme ni par sa couleur de peau, mais va en bénéficier quelque part. Comment est-ce qu'on peut qualifier, Julie, finalement, cette série-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler pour elle de western, ou de southern western, peut-être de western dans le sud, du coup? Est-ce qu'on peut la qualifier, du coup, de post-révisionniste? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que c'est très intéressant, justement, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une vraie évolution là-dessus, autour de ce genre-là filmique. Oui, alors la dimension révisionniste de la série est très importante. Donc, c'est un mot qui est à prendre avec des pincettes en français. On parle de revisionist western en anglais, hein, les westerns révisionnistes en particulier, qui étaient, donc ce sont ces westerns qui sont sortis dans les années 60-70, impactés par la contre-culture américaine et impactés par la guerre du Vietnam notamment, et qui vont avoir pour velléité de rétablir une vérité historique sur la conquête de l'Ouest. Donc c'est de là que ce mot western révisionniste, enfin cette formule de western révisionniste provient. Donc il faut faire attention quand on utilise ce mot-là, parce que c'est très anglo-saxon, hein, cette notion de western révisionniste, et évidemment le révisionnisme en français fait référence à d'autres problématiques. Donc avec prudence, on utilisera le mot révisionniste ici comme une volonté de rétablir une vérité historique. Donc, ce qui s'est passé pour le western, ici, dans la série, va se passer pour la question de l'esclavage. C'est-à-dire que McBride, quand il écrit son roman, a dans l'idée de rétablir une forme de vérité sur l'esclavage. Mais il va encore au-delà du rétablissement de cette vérité, puisqu'il va écrire sa propre vérité sur l'histoire de l'esclavage. Et donc, il va dépasser en fait le rétablissement de la vérité historique pour en réécrire une nouvelle, pour écrire une nouvelle forme d'histoire. Et c'est un peu ce que fait Tarantino avec Django Unchained. C'est-à-dire que il va avoir pour objectif de rétablir la vérité sur la persécution des Afro-Américains et sur le rôle et sur la place, hein, de cet épisode de l'histoire au sein de l'histoire américaine qui a parfois été négligé ou parfois été déformé, notamment dans les fictions hollywoodiennes avant les années 60. Donc, OK, il va avoir cette velléité de rétablir une vérité historique, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va armer Django et lui permettre de faire sa loi et de se venger des esclavagistes. C'est-à-dire qu'il va aller plus loin que le révisionnisme, donc, pour créer une histoire améliorée, en fait, hein, une amélioration de l'histoire. Et donc, c'est ce que j'entends par post-révisionniste, c'est-à-dire que non seulement ces fictions-là vont rétablir une certaine vérité sur l'histoire, mais vont aller plus loin en écrivant leur amélioration de l'histoire. Et dans la série, cette amélioration de l'histoire passe par le personnage de Onion et le rôle qu'il a joué dans le mouvement abolitionniste de John Brown. C'est-à-dire que John Brown n'est plus le personnage principal du mouvement abolitionniste, mais c'est Onion qui prend une part active à ce mouvement et qui devient lui-même le libérateur quelque part, puisque au début de la série, il est dubitatif sur les actions de Brown, et à la fin de la série, c'est lui qui est le plus motivé et c'est lui qui va continuer le mouvement de John Brown. Donc, il y a ce rétablissement de la vérité historique, mais également, la série va plus loin en imaginant que John Brown est
et réellement motiver ces Afro-Américains à se rebeller et que finalement le vrai héros de l'histoire, c'est Onion, qui va poursuivre une lutte contre l'esclavage. Vous avez évoqué tout à l'heure la rencontre que faisait John Brown, donc on voit dans la série avec un personnage esclavagiste, Frederick Douglass à New York. Est-ce que vous pourriez en parler parce que finalement ce personnage-là est aussi au cœur de tous ces abolitionnistes dans l'histoire américaine et là il est représenté dans la série. Oui, alors la série est très ancrée dans cette période, dans l'histoire des États-Unis et donc va mettre en scène des grandes figures du mouvement abolitionniste, dont Frederick Douglass, qui était donc un ancien esclave, devenu très célèbre pour parce que c'était un grand orateur qui a œuvré pour le mouvement abolitionniste, mais qui était contre la violence et qui a passé a vraiment dédié sa vie à essayer d'expliquer les méfaits de l'esclavagisme et a finalement fait beaucoup de discours qui ont été entendus, certes, mais qui, aux yeux de John Brown, n'étaient pas suffisants. Donc, John Brown voulait que Douglass se positionne en faveur d'une révolution noire, ce qu'il n'a jamais fait. Et donc, dans la série, ce qui est amusant, c'est que Douglass est représenté comme un personnage assez pompeux, assez prétentieux, qui se préoccupe beaucoup plus de son apparence et de sa petite personne que de son combat. Et je pense que certaines représentations de ces grandes figures afro-américaines, abolitionnistes afro-américaines, sont représentées de façon assez négative, enfin, notamment lui. Et si l'auteur n'était pas lui-même afro-américain, je pense que cette représentation aurait pu faire scandale. Parce que, au final, c'est pas un portrait très flatteur de Douglass qui est rendu dans la série. On voit qu'il est bien installé dans un appartement de Rochester, dans l'État de New York, qu'il vit dans le luxe, qu'il a des serviteurs, qu'il a 2 femmes, une blanche et une noire, qui l'aident à écrire ses discours. Donc, il y a toute cette représentation assez négative et humoristique de Douglass qui donne à cette série aussi cette dimension un peu post-raciale, puisqu'il ne s'agit plus de faire l'éloge des abolitionnistes noirs, mais il s'agit en fait d'expliquer aux spectateurs les différentes formes d'abolitionnisme et les rivalités qui ne sont pas toujours expliquées dans les livres d'histoire entre les différents courants abolitionnistes. Et donc, la série aussi est intéressante à ce niveau-là. La violence est incarnée par le personnage blanc et l'intellectualisme est incarné par le personnage noir de Douglass. Donc, la manière intellectuelle est laissée aux Afro-Américains, finalement, et la manière forte est la prérogative de Brown, donc l'abolitionniste blanc, ce qui est aussi un peu une inversion des schémas habituels. Vous avez évoqué tout à l'heure avec nous la personnalité d'Harriet Tubman. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle et comment justement est-ce que la série là aussi la met en avant parce qu'en plus bon on est sur un personnage féminin donc c'est très intéressant justement vous l'avez très bien montré dans une société qui était très dominée par les hommes blancs en particulier et puis on a ce personnage-là d'Harriet Tubman. Comment est-ce qu'on le montre dans la série? Alors, Harriet Tubman, elle est particulièrement liée au mouvement du Underground Railroad, de ce mouvement qui consistait à permettre aux esclaves de s'évader vers le Canada pour échapper justement à leur maître. Et donc, elle a été très, très investie dans ce mouvement-là et dans la série. Au lieu de s'en tenir comme Douglass à son rôle dans l'Underground Railroad, au lieu de rester dans l'ombre, elle accepte
d'utiliser sa grande notoriété, puisqu'elle était très connue dans les milieux abolitionnistes. Donc, elle accepte de mettre sa grande notoriété au service de John Brown, même s'il représente un danger quelque part, même s'il pourrait la mettre en danger. Donc, au final, à ce niveau-là, elle est représentée comme ayant beaucoup plus de courage que Frederick Douglass dans son investissement pour le mouvement abolitionniste. C'est-à-dire qu'elle ne rejette pas complètement l'utilisation de la force, même si son action principale est de participer à cette Underground Railroad, elle ne nie pas que pour libérer les Afro-Américains, il faut en passer par la force. Et c'est ce qui est intéressant ici, parce que en parallèle, on voit Frederick Douglass qui va donner son fameux discours du 4 juillet devant une société de femmes blanches abolitionnistes, en expliquant, certes, les horreurs de l'esclavage, mais en prônant une approche plus pacifiste et plus politique. Donc, c'est là que la dichotomie est intéressante. C'est que d'un côté, on a Frederick Douglass qui prêche à des femmes blanches pour qu'elles mènent une action pacifiste contre l'esclavagisme. Et de l'autre côté, on a Harriet Tubman qui, elle, va soutenir un abolitionniste blanc violent dans son combat. Je profite, Julie, de vous avoir au micro, vous qui êtes maître de conférence en études cinématographiques, pour vous poser une question sur l'esthétique de la série, telle qu'on peut la voir. Vous avez parlé tout à l'heure de western révisionniste. Alors, comment est-ce que esthétiquement cela se montre, et en particulier dans certains épisodes de la série, comment est-ce qu'on voit ça? Parce que c'est vraiment là aussi assez marquant d'analyser cela à travers cette image-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette thématique du western révisionniste esthétiquement, Julie, à travers cette série-là? Alors, d'un point de vue esthétique, la série est très réussie. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, non seulement cette vision de l'histoire américaine qui m'a beaucoup intéressée, mais aussi la façon dont la série s'intègre dans l'évolution esthétique du genre. Donc, c'est pas exactement un western, The Good Lord Bird, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu un Southern western. Donc, l'évolution du western dans les années 60 est marquée en particulier par une volonté de montrer la saleté, donc la crasse qui dominait la frontière américaine à l'époque. Ça peut être amusant comme ça à dire, mais les westerns classiques étaient beaucoup plus aseptisés, entre guillemets, montraient une frontière assez propre, entre guillemets, qui, avec des idéaux bien marqués, avec une idéologie bien marquée, avec des héros exemplaires. Les années 60 donc opèrent un basculement qui va avoir à cœur non seulement de montrer la vérité historique, mais aussi de montrer la vérité sociologique, entre guillemets, la vérité de la vie sur la frontière, qui était une vie dominée par la crasse et par la violence. Donc, The Good Lord Bird montre justement les endroits que traverse Onion comme des endroits sales, viciés, et n'embellit pas du tout cette représentation de la frontière. Alors là où je pense que c'est pas complètement un western, parce que évidemment on n'a pas toutes les conventions du western, mais on a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent rapprocher la série d'un Southern Western, un western sudiste, c'est-à-dire qu'il va utiliser, donc il va prendre pour objet des problématiques nord-sud, donc les problématiques de l'esclavagisme, et se dérouler à la frontière, donc, et montrer une guérilla qui se rapproche beaucoup des guérillas entre des bandes rivales dans les westerns. Donc, esthétiquement, ce qui le rapproche d'un western révisionniste, c'est l'utilisation, par exemple, du ralenti, qui rappelle beaucoup Sam Peckinpah avec la Horde sauvage. Donc le ralenti qui va magnifier un peu la violence, qui va esthétiser la violence brute dans la série.
Il y a également l'utilisation de la musique qui est très particulière, hein, qui va créer vraiment comment dire, un contraste, hein, entre la période représentée et donc la bande musicale, parce que la musique est très contemporaine et par exemple donc on a des morceaux de musique qui s'apparentent à du jazz ou qui vont s'apparenter à presque même du rock, hein, sur des images représentant le 19e siècle. Donc il y a un contraste entre l'image et la musique qui rappelle aussi beaucoup Tarantino. Il y a aussi cette utilisation du clair-obscur qui est intéressante, et ça, l'utilisation du clair-obscur donne cette aura un peu crépusculaire à la série, c'est-à-dire qu'on voit, hein, qu'on est au crépuscule de l'histoire américaine, enfin au crépuscule il y a cet aspect sombre, hein, de la série qui est magnifié par ce clair-obscur et qui est assez peu représentatif du western classique, hein, donc qui est plus en lien avec une esthétique récente, on va dire, en particulier pour ce genre de film d'action, hein. Bon, il y a un montage très rapide, évidemment, qui est propice à l'action, et des gros plans sans concession. On n'essaye pas d'embellir les personnages, hein. Les personnages ne sont jamais lisses, jamais embellis, et l'utilisation des gros plans va mettre en relief les défauts physiques des personnages. On a aussi à cœur de rendre ces personnages réalistes en leur donnant un accent très fort, hein, un accent sudiste assez fort et très reconnaissable. Toutes ces choses-là n'étaient pas justement acceptées durant la période classique hollywoodienne et ont commencé à émerger dans les années 60-70. Et bon, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu quasiment la norme. Julie Assouli, merci pour la présentation de The Good Lord Bird, donc série qui est sortie en 2020 sur Showtime et donc qui a été disponible sur la plateforme Canal+. Vous pouvez regarder encore aujourd'hui. Alors, vous avez mis en ligne sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission une bibliographie indicative qui permettra à celles et ceux qui voudraient aller plus loin à la fois sur l'histoire mais aussi sur les thématiques que vous avez évoquées ici, notamment je pense au White Savior, d'approfondir leurs connaissances. Alors, on retrouve aussi l'actualité du podcast Histoire en série sur le fil Twitter @Histoire-série. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez échanger avec nous et parler de The Good Lord Bird et des autres séries qu'on a évoquées. Et on se retrouve aussi sur le groupe Facebook du podcast, donc c'est Histoire en série. On retrouve aussi l'émission, le résumé avec les liens pour aller l'écouter sur les plateformes de podcast et sur YouTube, sur notre partenaire nonfiction.fr où toutes les émissions sont résumées depuis le début. Je vous remercie vraiment, Julie, pour cette présentation à la fois historique, civilisationnelle et cinématographique de la série The Good Lord Bird, et peut-être à bientôt pour une autre série. J'en ai une en tête, mais je vous en verra un peu plus tard. Au revoir, Julie. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.